Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Aujourd'hui, on parle donc de ce fameux 150 0 BTR, dispositif souvent réservé aux chefs d'entreprise qui ont cédé leur société, mais il s'impose comme un vrai levier stratégique de plus en plus utilisé pour structurer son patrimoine, investir dans le non-coté et optimiser la fiscalité des plus-values. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Yann Scharrer. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Vous êtes directeur général délégué de Airfound. C'est une plateforme qui est spécialisée dans l'accès aux fonds de private equity. Alors, avant d'entrer dans les usages, on va dire patrimoniaux, parce que c'est ce qui va nous intéresser de ce fameux dispositif, on va essayer d'en reprendre un peu les bases pour tous ceux qui ne l'auraient peut-être pas en tête. Ce 150 OBTR, qu'est-ce que c'est ? À qui il s'adresse, dans quel contexte il s'applique, enfin voilà, petite fiche pratique. Oui, bien sûr, c'est vrai que c'est important de reprendre les bases. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse principalement aux entrepreneurs donc, qui détiennent une grosse partie du capital de leur entreprise, voire la totalité, et qui souhaitent céder. Donc quand on cède son entreprise, en général, qu'on a développée pendant plusieurs années, on va générer des plus-values de cession qui peuvent être importantes, voire très très importantes, évidemment, quand on a vraiment démarré de zéro, qu'on atteint des niveaux de chiffre d'affaires ou d'EBITDA, de résultats opérationnels très élevés, on peut générer des plus-values très importantes. Et donc, cette plus-value de cession, en fait, si on détient les titres en direct, tout simplement, on est imposé directement. On va payer ce qu'on appelle la flat tax, qui représente 30% aujourd'hui, qui pourrait augmenter d'ailleurs à l'avenir, dans un avenir proche. Oui, parce qu'on rappelle que les 30%, ils n'étaient pas figés dans le texte de loi. C'était un double calcul. Voilà, déjà, l'année dernière, on a eu un premier coup de chaleur, mais là, ça peut revenir effectivement. En tout cas, si vous cédez en direct, vous allez payer 30% de plus-value. Imaginons une plus-value de cession d'1 million, vous payez directement 30%, donc 300 000 euros. Si vous faites un apport cession, donc qui consiste en fait, avant la cession des titres, à apporter vos titres à une holding que vous avez créée, dans ce cas, vous allez pouvoir bénéficier d'un report de l'imposition sur les plus-values de cession. Alors attention, c'est un report, évidemment. On l'annule pas. L'État ne fait jamais de cadeaux, mais c'est un report. Et quel est l'intérêt de ce report ? En fait, c'est que sous certaines conditions, notamment de réinvestissement dans ce qu'on appelle l'économie réelle, vous allez justement bénéficier de ce report d'imposition. Donc comment ça marche ? Si on reprend notre exemple, toujours, 1 million de plus-value de cession, plutôt que de payer 30% tout de suite, on va avoir ces 1 million disponibles dans la holding et on va pouvoir réinvestir ces 1 million. Voilà donc le cadre posé. Alors, je le disais en introduction, c'est vrai que c'est pas nouveau, ce 150 0 BTR, il existe. Finalement, pendant longtemps, il est resté un peu à sa place, à être utilisé ponctuellement par certains, etc. Et depuis quelque temps, on en entend énormément parler et on a l'impression que c'est devenu presque la pierre angulaire de toute bonne architecture patrimoniale. Pourquoi est-ce que d'un seul coup, il y a eu un tel engouement pour ce dispositif ? Alors c'est vrai que c'est un mécanisme qui existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années, donc il faut aussi le temps de la maturité, je dirais. Il a aussi évolué dans le temps, notamment en matière d'actifs éligibles. Donc c'est ça, je pense, qui l'a rendu aussi de plus en plus attractif. Puisqu'en fait, à l'origine, quand on faisait du 150 OBTR, notamment, c'était pour réinvestir directement dans des entreprises en direct. Depuis pas mal de temps maintenant, on peut le faire à travers des fonds d'investissement, donc dans le non-coté notamment, on y reviendra plus en détail. Et ça permet, en fait, l'intérêt, c'est que là, on va avoir une stratégie patrimoniale de diversification de son portefeuille, de ses investissements. Donc ça, je pense que c'est un des premiers facteurs clés qui explique la popularité de ce mécanisme. Il y en a un autre qui est peut-être lié aussi à la typologie des entrepreneurs qui a évolué aussi au cours de ces dernières années. Ils sont devenus un peu plus gourmands, un peu plus intéressés à tout ce qui concerne le private equity. Oui, je pense qu'il y a d'une part, il y a une tendance générale effectivement à vouloir réinvestir dans l'économie réelle. D'autre part, on a, même si c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que l'âge moyen des entrepreneurs qui cèdent a plutôt tendance à augmenter légèrement ces dernières années. Il est de 55 ans en France, mais à 55 ans, on reste encore jeune. Donc quand on a cédé à 55 ans, on peut réinvestir à long terme, on peut faire des choix ambitieux pour son patrimoine, parce qu'a priori, on peut vivre encore 25, 30 ans, 35 ans en bonne santé. Et puis, on a aussi beaucoup d'entrepreneurs maintenant qui sont beaucoup plus jeunes, en fait, notamment tous ceux qui viennent de la tech ou des secteurs où l'innovation est très, très forte.
On a vu maintenant qu'on n'est plus du tout dans les générations précédentes où on crée son entreprise, on la cédait à 55 ans. Maintenant, on peut céder son entreprise à 35 ans, à 40 ans. Et donc là, on est encore on est en plein cœur de sa vie. Donc il faut vraiment il faut mettre en place des stratégies patrimoniales pour investir efficacement. Alors, vous l'avez dit, l'idée c'est de réemployer donc les fonds et c'est vrai que dans cette idée-là, il y a de plus en plus de produits qui sont proposés par les asset managers et autres. Et c'est vrai qu'il y a le non-coté qui prend une énorme place là-dedans. Pourquoi est-ce que le private equity vous semble particulièrement adapté dans ce fameux 150 obétaire ? En fait, dans le 150 obétaire, on n'est pas rentré dans le détail parce que c'est des fiscalistes qui en parlent très bien. Mais en général, déjà, vous devez réinvestir 60% de votre plus-value de cession si vous avez apporté vos titres moins de 3 ans avant la cession, ce qui est en général le cas parce qu'on le fait souvent un petit peu au dernier moment. Donc, il y a 60% à réinvestir. Ces 60% à réinvestir, ils doivent être dans des actifs qui financent l'économie réelle, donc je l'ai déjà dit, soit en direct, soit à travers des fonds d'investissement, donc principalement sur du non-coté, et ça répond notamment aussi à des conditions assez strictes sur des sociétés en France ou en Europe, parce qu'on est aussi encadré par une législation européenne. Et donc le deuxième point, c'est qu'il faut conserver ces titres pendant au moins 5 ans quand on investit à travers des fonds. Et en fait, le temps long, c'est le temps du private equity. Donc, c'est là où il y a un match parfait, en fait, entre effectivement ce qu'on appelle le remploi, le 150 obétaire, et le private equity. Après, ce qui est important aussi, ça va être de sélectionner les bons fonds. Donc ça, c'est une autre histoire. Ouais. C'est là que vous intervenez, finalement, j'ai envie de dire. Exactement. C'est subtilement amené, mais c'est vrai que ce private equity, il faut être capable de l'appréhender, d'aller chercher, en fait, vraiment le meilleur pour, justement, ces réemplois. Comment est-ce que vous faites, vous, pour la rendre accessible, finalement, cette classe d'actifs qui est souvent un peu réservée à des investisseurs hyper avertis quand même? Oui, tout à fait. Historiquement, c'est une classe d'actifs réservée à ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels, donc des fonds de pension, des banques pour leurs fonds propres, les assureurs pour leurs fonds propres. Et jusqu'à très peu de temps, aucun particulier ne pouvait accéder à ce type de fonds, sauf à travers des véhicules fiscaux qui ont eu d'ailleurs un peu mauvaise presse dans les années 2010, parce que les rendements n'étaient pas forcément extrêmement performants. Là, ce qui a vraiment fondamentalement changé depuis quelques années, c'est qu'on arrive vraiment à accéder à des véhicules institutionnels, mais pour des clients privés ou même pour des clients, je dirais, patrimoniaux, à travers des véhicules dédiés. Donc, en fait, on va structurer des véhicules de type fonds nourriciers ou fonds de fonds qui vont permettre d'accéder à ces véhicules. Et ça, c'est vraiment vous qui le ciselez? Alors, nous, on va faire la sélection des fonds, les sous-jacents qui nous paraissent les plus adaptés, les plus intéressants. Et on va s'appuyer sur un partenaire tiers, qui a un agrément qu'on appelle AIFM, pour gérer ce type de fonds, effectivement. Chaque fois qu'on parle d'un dispositif, forcément, tout le monde est dithyrambique, ça a l'air formidable, c'est l'outil qu'il faut. Mais à chaque fois, il y a aussi une petite astérisque à mettre pour dire attention, faut le faire d'une certaine façon, attention à tel ou tel piège, etc. Est-ce que justement, ce matin, il y a des points de vigilance ou des pièges à éviter qu'il faut vraiment évoquer une fois qu'on a commencé à lancer un épargnant dans l'idée de pouvoir utiliser ce 150 obétaire? Oui, je pense qu'en fait, le plus important, c'est de se dire finalement, si j'avais pas ce mécanisme de remploi, donc où je dois réinvestir, est-ce que de moi-même, j'investirais dans ce fonds? Ou est-ce que mon conseiller me conseillerait d'investir dans ce fonds? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a une offre pléthorique en matière de fonds qu'on appelle de fonds de remploi, donc qui sont éligibles aux 150 obétaires. Et ce qu'il faut regarder, en fait, c'est la stratégie sous-jacente. Est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'elle intéresse l'investisseur? Quel est son niveau de risque? Quelles sont les performances passées de l'équipe de gestion? Quel est ce qu'on appelle son track record? Depuis combien de temps ils font ça? Parce que faut pas que ce soit un effet de mode. Il faut pas prendre le premier fonds éligible en disant c'est parfait, c'est du 150. Il a l'étiquette, c'est bon. Donc, et il y a des stratégies notamment qui sont particulièrement adaptées. Et en fait, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que le gérant, normalement, il doit avoir sa stratégie de gestion. Ça peut être ce qu'on appelle du LBO, du capital croissance, même de l'immobilier. On peut faire de l'immobilier en 150 obétaires. Il faut vraiment regarder sa stratégie sous-jacente. Et après, il ne faut pas qu'il dévie sa stratégie pour être éligible aux 150 obétaires. D'accord.
Ah, ça doit être la cerise sur le gâteau d'un produit qui soit fondamentalement sain. Exactement. Juste pour terminer, quand on commence à parler comme ça de cession d'entreprise, d'apport cession, enfin bref, quand on est dans ce monde-là du virage dans la vie de son entreprise, il y a d'autres dispositifs, d'autres mots qui viennent. Alors, il y a apport cession, il y a le Dutreil, enfin voilà. Comment est-ce qu'on positionne ? Enfin, il faut choisir l'un et surtout pas l'autre. Enfin, c'est à l'exclusion ou au contraire, il faut apprendre un peu à panacher, j'ai envie de dire, pour ciseler une architecture patrimoniale hyper efficace. Ça, en général, ça c'est les conseillers en gestion de patrimoine dont c'est le métier qui vont effectivement guider leurs clients dans la meilleure structuration patrimoniale avec l'aide d'avocats fiscalistes. Mais en fait, effectivement, il n'y a pas forcément d'exclusivité. Vous pouvez très bien faire du 150 obétaire avec un pacte Dutreil. Donc, il y a des mécanismes assez différents. C'est vraiment regarder la situation patrimoniale du client, ce qu'il veut faire, comment il veut transmettre son entreprise aussi. S'il veut plutôt la transmettre, si c'est plutôt une transmission familiale, effectivement, il va plutôt falloir travailler sur un pacte Dutreil, ce qui n'empêche pas de faire à un moment donné de la porcession. Voilà, donc il faut vraiment voir quels sont ses objectifs. Qu'est-ce qu'il veut faire de son patrimoine, de son entreprise. C'est pas à l'exclusion de... Non, c'est pas à l'exclusion. Alors, il y a les choses en tête. Il y a le régime de holding animatrice qui est un petit peu différent, effectivement. Mais voilà, il faut être bien conseillé, surtout. Je dirais, il faut être bien conseillé, anticiper aussi, pas s'y prendre la veille de la signature de la cession, parce que là, c'est trop tard. Anticiper de quelques mois, voire de quelques années. Pour tous les sujets patrimoniaux, finalement. Exactement. Merci beaucoup, Yann, d'être passé dans Cœur de Patrimoine pour évoquer ce 150 obétaire et la possibilité de s'appuyer effectivement sur le private equity. Et c'est ce que vous proposez chez Airfund. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Cédric. Et nous, on poursuit notre voyage au cœur de votre patrimoine. Cœur de Patrimoine, Cédric Decoeur.